besoin ces hommes ont-ils d'attaquer? Pourquoi les hommes sont-ils troublés par ce spectacle? Pourquoi s'y engagent-ils tout entiers? Pourquoi ce combat inutile? Qu'est-ce que le sport? La corrida est à peine un sport, et c'est pourtant peut-être le modèle et la limite de tous les sports. Élégance de la cérémonie, règles strictes du combat, force de l'adversaire, science et courage de l'homme. Tout notre sport moderne est dans ce spectacle d'un autre âge, hérité des anciens sacrifices religieux. Mais ce théâtre est un faux théâtre. On y meurt pour de vrai. Ce taureau qui entre ici va mourir. Et c'est parce que cette mort est fatale que la corrida est une tragédie. Cette tragédie va se jouer en 4 actes, dont l'épilogue est la mort. D'abord, les passes de cap. Il faut connaître le taureau, c'est-à-dire jouer avec lui, le provoquer, l'éviter, l'envelopper d'une façon légère. Bref, s'assurer de sa docilité à combattre lui aussi dans les règles. Puis les picadors. Les voici qui entrent à cheval au fond, le long de la barrière. Leur fonction, c'est de fatiguer l'animal, de briser ses assauts pour diminuer cet excès de violence qu'il a sur l'homme. Troisième acte, les banderilles. Un homme solitaire, sans autre arme qu'un mince crochet enrubanné, va narguer le taureau, l'appeler, le piquer légèrement, s'esquiver avec désinvolture. Et voici venir le dernier acte. Le taureau est encore le plus fort et pourtant, il va sûrement mourir. La corrida va dire aux hommes pourquoi l'homme est le meilleur. D'abord, parce que le courage de l'homme est conscient. Son courage est conscience d'une peur, librement acceptée, librement surmontée. La seconde supériorité de l'homme, c'est sa science. Le taureau ne connaît pas l'homme, l'homme connaît le taureau. Il prévoit ses mouvements, leurs limites. Il peut conduire son adversaire au lieu qu'il a choisi. Et si ce lieu est dangereux, il le sait, il l'a voulu. Il y a encore ceci dans le travail du torero, le style. Qu'est-ce que le style? C'est faire d'un acte difficile un geste gracieux. C'est introduire un rythme dans la fatalité. C'est être courageux sans désordre. C'est donner à ce qui est nécessaire l'apparence d'une liberté. Courage, science et beauté. Voilà ce que l'homme oppose à la force de la bête. Voilà la preuve humaine dont la mort du taureau va être le prix.
Aussi, ce que la foule honore dans le vainqueur, en lui jetant des fleurs et des présents qu'il lui renvoie gracieusement, ce n'est pas la victoire de l'homme sur la bête, car le taureau est toujours vaincu. C'est la victoire de l'homme sur l'ignorance, la peur, la nécessité. L'homme a donné sa victoire en spectacle pour qu'elle devienne la victoire de tous ceux qui le regardent et se retrouvent en lui. Et dans le grand coureur automobile, qui va-t-elle retrouver? Le vainqueur d'un ennemi bien plus subtil, le temps. Ici, tout le courage et toute la science de l'homme vont s'exercer sur une chose, la machine. Par elle, l'homme vaincra, mais peut-être aussi par elle, il mourra. Aussi, le rapport de l'homme et de la machine est-il ici infiniment précautionneux. Ce qui se jouera très vite doit d'abord s'essayer très lentement, car la vitesse n'est jamais que la récompense d'une extrême lenteur. Il faut d'abord s'assurer des commandes, car on va beaucoup leur demander. Jusqu'à 2500 changements de vitesse par heure. Il faut aussi prendre soigneusement possession du lieu de l'épreuve. D'abord faire contrôler la piste, ses angles, ses courbes, ses niveaux. Ensuite, l'essayer. Courir seul, sans autre ennemi que le temps. Et affronter à ce temps à la fois la machine et le terrain, car ce sont eux, tous les trois à la fois, que le coureur doit d'abord vaincre avant de triompher de ses rivaux humains. Il faut enfin et surtout préparer le moteur. Et sa richesse, comme celle d'un cerveau génial, est embarrassante. Ici, ce sont 12 bougies à changer tous les 5 tours. Nous sommes à Sebring, en Floride. C'est une course de 12 heures mobilisant des voitures de types variés. À peine le départ donné, une économie implacable va régler chaque atome de mouvement, car le temps est désormais partout. Dans les lignes droites, c'est l'effort du moteur qui emporte la décision. Mais cet effort reste humain à sa manière. En lui sont déposés le travail, l'invention et le soin de dizaines d'hommes qui ont préparé, raffiné et vérifié la plus difficile des équations, une puissance extrême, une résistance minime, que ce soit celle du poids ou celle du vent. Mais dans les virages, mis à part la suspension de la machine, c'est le coureur qui fait tout. Car ici, l'espace est contre le temps. Il faut donc savoir tricher avec l'espace, décider si on le ménage ou si on le coupe brutalement. Et ce pari, il faut oser le pousser jusqu'au bord de l'impossible.
n'est pas seulement le coureur qui lutte contre le temps, c'est toute son équipe. À Sebring, la piste est un ancien terrain d'aviation. Les pneus s'usent très vite. Certaines équipes réussissent à les changer en 1 minute et demie. À elles aussi reviendra une part de la victoire finale. Dans ce combat contre le temps, si terrible parfois qu'en soit la sanction, il n'y a aucune fureur. Rien qu'un courage immense dirigé contre l'inertie des choses. Aussi, la mort d'un coureur est-elle infiniment triste. Car ce n'est pas seulement un homme qui meurt, c'est un peu de perfection qui disparaît de ce monde. Mais c'est précisément parce que cette perfection est mortelle qu'elle est humaine. À peine tout est-il perdu ici, que d'autres hommes vont recommencer là. C'est ici le départ d'un des grands prix du monde. C'est la plus sérieuse des épreuves, car plus la machine est puissante, plus elle est lourde, et c'est de cette contradiction qu'il faut tirer la plus grande vitesse. Aussi pas de démarreur à ces machines. Supprimer quelques kilos, c'est gagner quelques secondes. Ce sont ces préparatifs de départ qui donnent son sens à la course automobile, celui d'une victoire sur la pesanteur et l'inertie des choses. Au repos, ces machines sont lourdes, passives, difficiles à déplacer. Comme un oiseau gêné par ses ailes, c'est leur puissance virtuelle qui les fait peser. Pourtant, à peine alignées, rapprochées de leur fonction qui est le combat, elles s'allègent déjà, deviennent impatientes.
Et une fois parties, ces machines vont transformer peu à peu leur masse en agilité et leur poids en puissance. À peine ont-elles gagné leur élément qui est la vitesse, qu'elles vont en envelopper le monde entier, sur les terrains et les circuits les plus variés, à Nürburgring, le plus dangereux, à Monaco, le plus tourmenté, de Monza, le plus éprouvant, à Spa, le plus rapide. S'arrêter, c'est presque mourir. Si la machine est malade, il faut en informer son maître avec ménagement. Car un grand coureur ne dompte pas sa machine, il l'apprivoise. Il n'est pas seulement celui qui gagne, il est aussi celui qui ne détruit rien. Une machine hors du jeu, c'est la tristesse d'un être qui meurt et qu'on ne peut remplacer, même lorsqu'autour de lui la vie continue. Voilà ce que signifie une grande course automobile. Que la plus rapide des forces n'est qu'une somme de patience, de mesure, de subtilité, d'actes infiniment précis et infiniment exigeants.
Ce que cet homme a fait, c'est se mener, lui-même et sa machine, à la limite du possible. Sa victoire, il l'a remportée, non sur ses rivaux, mais au contraire avec eux, sur la pesanteur obstinée des choses. Le plus meurtrier des sports est aussi le plus généreux. Chaque année, au mois de juillet, il se produit en France un événement considérable qui intéresse la nation tout entière, le Tour de France cycliste. Des vedettes prestigieuses, une dizaine d'équipes, régionales ou nationales, un mois de course, une vingtaine d'étapes, un départ solennel comme une revue militaire ou l'arrivée d'un chef d'État, des promenades délicieuses suivies de grands combats, ce rythme libre d'efforts sérieux et de paresse amusée, si particulier aux Français, du drame, de l'humour, de l'émotion. Tel est le spectacle prodigieux qui commence ce matin d'été, où la grande armée des coureurs et des suiveurs prend lentement son élan. Par son extension, le Tour est incorporé aux profondeurs de la France. En lui, chaque Français revit ses maisons et ses monuments, son présent provincial et son passé antique. On dit le français peu géographe. Sa géographie n'est pas celle des livres, c'est celle du Tour. Chaque année, par le Tour, il connaît la longueur de ses côtes et la hauteur de ses montagnes. Chaque année, il refait l'unité matérielle de son pays, il recense ses frontières et ses produits. Tel est le théâtre du combat, la France entière. Son décor, celui d'une grande guerre. Toute une armée de suiveurs va jouer les états-majors et l'intendance. Cette armée a ses généraux, debout, l'œil fixé sur l'horizon. Elle a sa cavalerie légère, chargée de liaison. Elle a ses penseurs et ses mathématiciens. Elle a ses voltigeurs, ses historiens et ses correspondants de presse. Et là aussi et surtout, son intendance, ses convois lourds, chargés de réserves, machines ou aliments. Car toujours, sans s'arrêter, il faut boire et manger. Comme dans les vieilles images de guerre, chacun tend de quoi boire aux combattants qui marchent.
Même si les coureurs ne peuvent boire de vin, il faut que le vin soit présent dans le Tour, car le Tour, c'est toute la France. Cette grande guerre d'un mois est faite de campagnes successives. Chaque jour a sa bataille, chaque soir a son vainqueur. De l'eau, des fleurs, des baisers. Tout cela avant que le gagnant d'un jour ne revête le maillot jaune, un signe rituel de sa victoire. La guerre a ses moments paisibles, le Tour a ses moments heureux. Comme dans les très anciens combats, le soir, les armes se suspendent. Tout redevient paisible, c'est le repos. Ce sont les soins du guerrier. C'est la danse sur la place. C'est la foule se promenant et s'amusant à regarder l'immense cortège publicitaire qui suit le Tour. C'est le récit de l'épopée du jour que le Tour diffuse à travers la France entière, car le Tour a ses écrivains et ses poètes inspirés. Ailleurs, c'est le repas fraternel des combattants, le commentaire du chef, le silence de ceux qui se sont bien battus. C'est enfin la préparation des armes pour demain. Car demain, au soleil levant, tout doit recommencer. En effet, le Tour n'est pas seulement une belle histoire, c'est aussi une lutte sérieuse. Lutter contre quoi? Contre des hommes et des équipes, bien sûr. Mais comme presque toujours dans le sport, ce combat est une compétition, ce n'est pas un conflit. Cela veut dire que l'homme doit vaincre, non pas l'homme, mais la résistance des choses. Et ce combat est si bien l'affaire de tous que dans le Tour, l'entraide des hommes bouleverse les barrières du spectacle et du combat. Non seulement la foule participe activement à l'effort des coureurs, elle les aide, les nourrit, elle court avec eux. Mais encore, les rivaux eux-mêmes s'unissent lorsque l'un d'eux est menacé d'abandonner. Car c'est là l'enjeu du Tour, tenir.
Tenir contre la colère. Tenir contre la souffrance. Tenir, c'est-à-dire recommencer. Le véritable ennemi du coureur, c'est le temps. Le temps, c'est le plus souvent le temps des autres. Mais c'est quelquefois, dans certaines étapes plus cruelles, le temps pur, celui des montres. Le coureur part seul, il va aller à chaque seconde le plus vite possible, comme s'il n'y avait plus dans le monde que le temps et lui. Sa victoire, il ne la sent jamais. C'est la montre qui, abstraitement, la lui dit. Et c'est parce que dans le sport, la résistance vient des choses et non des hommes, que les hommes peuvent si facilement s'entraider, alors même qu'ils se combattent. S'aider, c'est-à-dire parfois s'attendre et à l'occasion même, se pousser. L'enjeu du combat, ce n'est pas de savoir qui possédera l'autre, qui détruira l'autre, mais qui assujettira le mieux ce troisième ennemi commun, la nature. Chaleur, froid, ce sont ces excès et, pis encore, leurs contradictions, que le coureur doit affronter d'un mouvement égal, inflexible. C'est la résistance de la terre qu'il doit ajouter à celle des objets.
l'épreuve la plus sévère que la nature impose aux coureurs, c'est la montagne. La montagne, c'est-à-dire la pesanteur. Or, vaincre la pente et le poids des choses, c'est décider que l'homme peut s'emparer de tout l'univers physique. Mais cette conquête est si dure que l'homme moral doit s'y engager tout entier. C'est pourquoi, et tout le pays le sait, les étapes de montagne sont la clé du tour. Non pas tellement parce qu'elles décident du vainqueur, mais parce qu'elles manifestent ouvertement la nature de l'enjeu, le sens de la lutte, les vertus du combattant. La fin d'une étape de montagne, c'est donc un raccourci de toute l'aventure humaine. Il y a les vainqueurs. Il y a les malchanceux. Il y a le désespoir, il y a la sagesse. Non, le muscle ne fait pas le sport. Voilà ce que dit le Tour de France. Le muscle, si précieux soit-il, n'est jamais qu'une matière première. Ce n'est pas lui qui gagne. Ce qui gagne, c'est une certaine idée de l'homme et du monde, de l'homme dans le monde. Cette idée, c'est que l'homme se définit pleinement par son action. Et l'action de l'homme, ce n'est pas de dominer les autres hommes, c'est de dominer les choses. De tous les pays sportifs, le Canada est l'un des plus froids et pourtant, de tous les sports pédestres, le hockey est le plus rapide. Le sport, c'est ce pouvoir de transformer chaque chose en son contraire. Et c'est à ce miracle renouvelé que tout un pays participe par ses foules, sa presse, sa radio, sa télévision. Derrière le combat, avant le combat, si rude soit-il, il y a le rapport physique d'une terre et de ses habitants. Qu'est-ce qu'un sport national? C'est un sport qui surgit de la matière même d'une nation, c'est-à-dire de son sol et de son climat. Jouer au hockey, c'est chaque fois redire que les hommes ont transformé l'hiver immobile, la terre durcie, la vie suspendue, et que précisément de tout cela,
ils ont fait un sport allègre, vigoureux, passionné. Les enfants ont l'air de se battre, ils ne font qu'apprendre à habiter leur pays. Et ce que l'œil des mères suit dans les premiers gestes adultes de leur progéniture, c'est moins le sort d'une bataille que le développement d'une initiation. Cette loi première du climat, elle est tout entière dans le geste qui prépare l'espace du combat. Un peu d'eau durcie et le hockey est possible. Cet espace, il ne reste plus qu'à faire de lui l'objet d'une règle, c'est-à-dire d'une stratégie, d'une idée. Dans ce sport rapide, la pensée ne peut être qu'un réflexe. Et ce réflexe s'apprend comme les autres. Toutes les manœuvres prévisibles font l'objet d'une leçon. Saisir au vol. Conduire l'enjeu à travers 1000 obstacles. On apprend aussi à marquer un but. Et même à s'arrêter. Voilà tout ce qui va prendre place dans la partie qui commence. Une règle domine la partie, que nul joueur ne pénètre dans le camp adverse avant l'enjeu. D'où l'aspect irrésistible, libérateur de ces grands déploiements collectifs. On dirait que les hommes sont aspirés moins par le but adverse que par l'objet malicieux qui les y conduit. Les manifestations chorales du public,
rythme la durée sportive. Par ses exclamations massives, le public commente le spectacle. Toutes les valeurs morales peuvent s'investir dans le sport. Endurance, sang-froid, témérité, courage. Les grands joueurs sont des héros et non des vedettes. Un but marqué, c'est comme dans tous les sports une grande victoire. Mais au hockey, le jeu est si rapide, le disque si subtil, qu'un but perdu, ce n'est pas seulement une défaite, c'est presque une blessure, aiguë comme un coup de feu. Car l'échec de l'homme est encore plus cuisant devant le triomphe des choses insaisissables que devant celui des choses lourdes. Le but est vide. Pourquoi? C'est que le hockey est un jeu offensif, où le plaisir de l'attaque justifie tous les risques. Parfois, le chef d'un camp décide de dégarnir son but pour avoir le droit d'augmenter d'un combattant son groupe d'attaque et de porter ainsi la guerre sans désemparer dans les lignes ennemies. De sa puissance même, ce sport tient une menace permanente d'illégalité. Le jeu risque sans cesse d'être plus rapide que la conscience et de la déborder. Il se produit alors une sorte de preuve du sport par l'absurde. C'est le scandale sportif. Ce scandale a lieu lorsque les hommes rompent la mince barrière qui sépare les deux combats, celui du sport et celui de la vie. Ayant perdu tout intermédiaire, privé d'enjeux et de règles, le combat des joueurs cesse d'être soumis à la distance sans laquelle il n'y a pas de société humaine. Il redevient un conflit. Le sport retourne alors au monde immédiat des passions et des agressions, et il y entraîne la foule qui venait précisément lui demander de l'en purifier. Le sport, c'est tout le trajet qui sépare un combat d'une émeute. Il pleut sur l'Angleterre, et pourtant toute l'Angleterre est dehors. Pourquoi? Il y a football à Wembley. Comme dans tous les grands spectacles sportifs, le rituel d'inauguration est observé avec solennité.
certaines époques, dans certaines sociétés, le théâtre a eu une grande fonction sociale. Il rassemblait toute la cité dans une expérience commune, la connaissance de ses propres passions. Aujourd'hui, cette fonction, c'est le sport qui, à sa manière, la détient. Seulement, la cité a grandi, ce n'est plus une ville, c'est un pays, souvent même, pour ainsi dire, le monde entier. Le sport est une grande institution moderne, jetée dans les formes ancestrales du spectacle. Pourquoi? Pourquoi aimer le sport? Il faut d'abord se rappeler que tout ce qui arrive aux joueurs arrive aussi aux spectateurs. Mais alors qu'au théâtre, le spectateur n'est qu'un voyeur, dans le sport, c'est un acteur. Et puis dans le sport, l'homme n'affronte pas l'homme directement. Il y a entre eux un intermédiaire, un enjeu, machine, disque ou ballon. Et cette chose est le symbole même des choses. C'est pour la posséder, la maîtriser, que l'on est fort, adroit, courageux. Regarder ici, c'est non seulement vivre, souffrir, espérer, comprendre, mais aussi et surtout le dire de la voix, du geste, du visage. C'est prendre à témoin le monde entier. En un mot, c'est communiquer. Enfin, il y a dans l'homme des forces, des conflits, des joies et des angoisses. Le sport les exprime, les libère, les brûle, sans jamais les laisser rien détruire. Dans le sport, l'homme vit le combat fatal de la vie, mais ce combat est éloigné par le spectacle, réduit à ses formes, débarrassé de ses effets, de ses dangers et de ses hontes. Il perd sa nocivité, non son éclat ou son sens. Qu'est-ce que le sport? Le sport répond par une autre question. Qui est le meilleur? Mais cette question des anciens duels, le sport lui donne un sens nouveau. Car l'excellence de l'homme ne se cherche ici que par rapport aux choses. Qui est le meilleur des hommes pour vaincre la résistance des choses, l'immobilité de la nature? Qui est le meilleur pour travailler le monde, le donner aux hommes, à tous les hommes? Voilà ce que dit le sport. Parfois, on veut lui faire dire autre chose, mais le sport n'est pas fait pour cela. Quels besoins ces hommes ont-ils d'attaquer? Pourquoi les hommes sont-ils troublés par ce spectacle? Pourquoi s'y engagent-ils tout entiers? Pourquoi ce combat inutile? Qu'est-ce que le sport? Qu'est-ce donc que les hommes mettent dans le sport? Eux-mêmes, leur univers d'hommes. Le sport est fait pour dire le contrat humain.